rien n'arrive par hasard. Et il y a pas d'échec fondamental à mon sens. Salut, je suis Mathieu et je te souhaite la bienvenue. À Nos Actes Manqués est le moment où l'on prend du recul. Le parcours sans faute existe-t-il vraiment ? Il est des victoires qui ne se remportent qu'en perdant des batailles. Sur ce podcast, je reçois des invités qui ont, comme tous, dû faire face, prendre des décisions et des orientations. Certaines d'entre elles n'ont pas été bénéfiques à court terme, mais toutes les ont aidées à se construire, à grandir et à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. La détermination est certainement ce qui qualifie le mieux Lamia Essemlali. Née en banlieue parisienne, la vie marine ne lui était pas destinée, mais son empathie pour les animaux, sa considération pour la souffrance en ont décidé autrement. Il y a bientôt 20 ans, sa vie bascule à travers une expérience en mer partagée avec Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, l'ONG de défense des océans la plus combative au monde. Depuis, elle préside l'entité française et dédie son quotidien à la faune marine. Mobilisée sur la capture de dauphins ou encore sur le braconnage de tortues, le terrain nourrit son engagement. Lamia travaille au quotidien la stratégie de campagne, la communication et les recours juridiques. L'inébranlable pirate n'a pourtant pas toujours assuré ses arrières. Elle a appris et nous apprend. Pour commencer, Lamia, replongeons-nous en enfance, au plus tard lors de tes années lycée, et parle-nous de ton life plan de l'époque, autant pro que perso. Alors, au moment du lycée, j'avais passé l'étape collégienne où je voulais être vétérinaire, parce que j'ai voulu être vétérinaire plus jeune. Et puis après, je me suis un peu effrayée avec les sciences, la physique, chimie, tout ça. C'était pas mon truc. Du coup, j'ai abandonné ça. Et au moment du lycée, du coup, je m'étais plutôt orientée vers la publicité, étonnamment. Et je m'étais dit qu'une fois que j'aurais mon bac, je rentrerai en école de publicité. Et c'était en fait parce que j'aimais la création de messages, de contenu et du fait de convaincre les gens. Voilà, c'est avec un côté, le côté créatif, vraiment de conception, rédaction, de messages forts. Et bon, après, je me suis un peu heurtée à la réalité du monde du marketing et de la publicité, donc j'en suis revenue. Et voilà. Mais donc au lycée, j'en étais à peu près là. Peux-tu revenir sur une ou deux étapes justement qui ont marqué ton début de vie d'adulte, sur le fait que tu es revenu de cette idée de la publicité ? Ouais, il y a eu un tournant, je pense, quand j'ai terminé cette école de publicité, où en fait, j'avais compris que c'était pas là-dedans que j'allais m'épanouir, que j'avais pas vraiment trouvé ce qui me faisait vibrer. Et dans le même temps, j'ai une proposition d'emploi dans une agence de pub qui était pas mal payée pour un premier job. Et il y avait la tentation d'accepter ça. Et je me suis dit, instinctivement, si je mets le doigt dans l'engrenage, que je commence à travailler là-dedans, que je commence à être payée, ça sera plus difficile d'en sortir, alors que je sais que je vais pas être heureuse sur ce chemin-là. Et donc j'ai fait du télémarketing, tu vois, vraiment le boulot alimentaire, pas épanouissant du tout, où tu réponds au téléphone toute la journée. C'était à l'époque où il y avait encore les forfaits internet d'1 heure, 2 heures, c'est des trucs. Et en fait, voilà, je répondais aux gens qui voulaient changer de forfait internet toute la journée. Et j'ai fait ça pendant 9 mois. Et quelque part, ça a été formateur parce que ça m'a donné aussi la motivation. En fait, j'ai goûté ce que c'est de faire un boulot qui est pas du tout épanouissant. Ouais, qui ne passionne pas. Ah ouais, vraiment. Ce qui me motivait à me lever le matin, c'est je savais qu'on allait rigoler avec les collègues toute la journée, quoi. Et heureusement, on était une bande de potes. Il y avait quand même pas mal de jeunes là-dedans. Mais par contre, il y en avait d'autres qui étaient installés dans ces métiers-là, qui en voyaient pas forcément la sortie. Et quelque part, c'était par dépit, quoi. Donc, et moi, je me suis dit que, en fait, je pouvais pas concevoir finalement de me lever le matin pour quelque chose qui me fasse pas vibrer.
quoi que ça m'en coûte, je vais faire ce qui me parle. Quelle que soit la difficulté, j'irai. Le virage, tu l'as trouvé comment, du coup, le virage à prendre? Et ben, en fait, c'est ça. J'ai fait ce télémarketing, j'ai fait pendant 9 mois, tu vois. Donc 9 mois, le temps d'une grossesse. Et en sortant de là, je me suis dit, bon, en fait, quoi que ça m'en coûte, je vais faire ce qui me parle. Quelle que soit la difficulté, j'irai. Et je dis qu'en fait, qu'est-ce qui me parle finalement? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et c'était en lien avec les animaux, avec la nature. Je pensais aussi déjà à cette époque-là à l'océan en particulier. Et je me suis dit, bon, bah voilà, je vais faire chargée de campagne dans une ONG, voilà, sur des missions comme ça. Et donc, j'ai commencé à me renseigner un petit peu. Et puis, on m'a dit qu'il fallait avoir un bac+5 pour postuler. Donc, moi, j'avais pas ça. Puis, j'avais pas. En fait, je me suis dit, si je fais un bac+5, si je fais un master, ce sera un master en sciences de l'environnement. Donc, ça colle à tout ça. Et en fait, j'ai trouvé aucune fac qui veuille de moi en première année de sciences parce que j'avais un bac économique et social et on me disait bah tu vas te viander donc on te prend pas. Du coup, je me suis dit bon bah alors quelles sont mes options là? Et j'ai trouvé ce qu'on appelle l'année de remise à niveau, donc l'année 0 pour les gens qui n'ont pas un bac S, qui veulent faire des études en sciences. Et donc j'ai fait ça et donc j'avais 24 ans. Et j'ai repris la fac à ce moment-là, ce qu'on appelle l'année 0. Et je suis repartie pour 6 ans d'études. Tes parents t'ont suivi là-dessus justement pour t'accompagner sur cette partie éducation et scolarité? Oui, assez, oui, aussi parce que mes parents aussi sacralisaient les diplômes. Et on est dans un pays qui sacralise beaucoup les diplômes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ça, parce que je pense que si j'avais été peut-être aux États-Unis, j'aurais peut-être eu d'autres options. Enfin, il y a plus de place pour les autodidactes. Et pour les rencontres? Dans les pays anglo-saxons, oui, et pour les rencontres. Après, les rencontres, ça a été déterminant aussi, très clairement, parce que ce qui fait que je suis là aujourd'hui, que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est davantage grâce aux rencontres que grâce au master que j'ai fait, même si je regrette pas du tout de l'avoir fait et que ça m'est très utile. Ce qui a changé la donne, c'est les rencontres. Tu n'as pas été élevé au bord de mer, si je ne m'abuse. Pourquoi, du coup, avoir eu cette essence pour l'océan? Comment elle est venue? Ouais, non, j'ai été élevée, j'ai grandi en banlieue parisienne, Ouais. dans une cité HLM, en plus avec ce que ça a vraiment de plus carcéral en termes d'architecture. C'était vraiment pas le truc aéré du tout. Et pour moi, jusqu'à quasiment mes 17 ans, c'est à peu près tout ce que je connaissais de la France, clairement. Et pourtant, on n'était vraiment pas loin de Paris, mais il y a cette frontière imaginaire du périphérique qui est bien réelle. Et par contre, j'allais tous les étés au Maroc parce que mes parents sont d'origine marocaine. D'accord, donc tu as vu l'océan très tôt quand même. Et ouais. Mon premier souvenir, enfin vraiment aussi loin que ça remonte, le tout premier souvenir, j'ai moins de 3 ans et je suis dans les vagues. Et clairement, ouais, le Maroc m'a permis de connaître, même de rencontrer l'océan. Ouais. Et du coup, après, c'est ça qui t'a donné la vocation, c'est vraiment cette passion de l'océan, de la mer en elle-même et de sa faune, sa flore? Pas tout de suite, en fait. Au départ, l'océan, ça a surtout été pour moi comment dire, la preuve qu'il y avait autre chose que cette cité dans laquelle je grandissais, bitumée, etc. Donc, surtout comment dire, l'incarnation de la liberté, du monde sauvage. Et je l'appréhendais pas forcément comme ça, mais ça me faisait énormément de bien. Et d'ailleurs, pour moi, tous les mois de septembre, c'est-à-dire la rentrée des vacances scolaires, c'était la dépression ultime, mais vraiment. C'était en septembre, mais c'était comme un mois de novembre. Ah ouais, non, pire que ça, non, c'était vraiment, c'était devenu une blague en fait avec mes amis parce que ils savaient que la première semaine après mon retour, je voulais voir personne, quoi. Il fallait que j'encaisse le fait d'être rentrée. Et donc, et ça, c'était quand j'étais ado, quoi. Et par contre, en fait, la conscience écologique et l'envie de se battre pour l'océan, c'est arrivé après parce que à cette époque-là, quand j'étais plus jeune, en tout cas, quand j'étais gamine,
j'avais pas du tout la notion de la destruction de l'océan, de la destruction du vivant. J'aimais les animaux comme beaucoup d'enfants aiment les animaux, mais voilà, j'avais pas comment dire, cette une fibre écologique dans le sens militant, tout simplement parce que j'avais pas conscience du problème en fait. Et puis on en parlait peu encore à l'époque. On en parlait peu, mais je me souviens quand même, tu vois, que certains jours, il y avait des annonces à Casablanca où on interdisait la baignade pour cause de pollution. D'accord. Comment t'en es venu? Aujourd'hui, tu es présidente de Sea Shepherd France. Comment tu en es venu à ce poste-là? Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va revenir justement sur ce qui t'amène aujourd'hui à avoir ce rôle-là chez Sea Shepherd. Comment j'en suis venue là? Franchement, sans calcul du tout, parce que je pense que si quand j'avais 17 ans, on m'avait dit ça, jamais j'aurais pensé que je ferais ça. Ça a commencé par des missions de terrain, quand j'ai rejoint les bateaux, donc une première fois aux Galapagos, puis en Antarctique, et où je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas d'argent en fait. Et donc on est au bout du monde sur un bateau qui est une coquille de noix comparé aux baleiniers japonais. On est les seuls à essayer de faire respecter ce sanctuaire baleinier avec un pays qui est la troisième puissance économique mondiale, qui viole en toute impunité le sanctuaire, qui tue des baleines au harpon explosif sans que personne ne fasse rien. On est tout seul là pour empêcher ça. Et en même temps, on est obligé de rentrer plus tôt, avant la fermeture de la saison de chasse, uniquement parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour payer le carburant et rester les 4 mois. Et ça m'a beaucoup marqué, en fait, de me dire, mais on est là, on est prêt à risquer nos vies pour ça, et on est tout seul à faire ça, alors qu'on est dans un sanctuaire baleinier international. Et finalement, on est obligé de laisser les baleines seules face au harpon explosif parce qu'on n'a pas les sous pour payer le carburant. Et du coup, quand je suis rentrée en France, j'ai créé l'antenne française. Mhm. Et je pensais que ça allait rester quelque chose de vraiment tout petit parce que, surtout à l'époque, en tout cas, en termes de militantisme écologique en France, c'était très, très timoré. Hein. Et donc, je me disais, bon, Sea Shepherd, c'est beaucoup trop radical pour la France. On va faire flipper tout le monde et personne va nous suivre. Et puis en fait, pas du tout, quoi. Aujourd'hui, Sea Shepherd France, c'est l'antenne la plus dynamique de Sea Shepherd et voilà. Et donc on a eu un vrai écho au niveau du grand public, un vrai relais aussi dans les médias et les choses se sont faites vraiment sans que je calcule parce que en fait, j'ai fait les choses en me disant, je conçois pas de pas les faire, donc je vais les faire. Mais il y avait vraiment aucun calcul et si j'avais agi sur la base de prédictions ou d'espoir ou de quoi que ce soit, je pense que j'aurais rien fait. Il y avait un mea culpa que tu n'avais pas encore fait et que tu aimerais faire, ce serait lequel? C'est d'avoir mangé des animaux aussi longtemps. D'accord. Ouais, j'ai mangé des animaux jusqu'à l'âge de 28 ans, mine de rien. Je pense qu'il y a pas mal de gens en fait qui peuvent se retrouver dans ce parcours que j'ai fait parce que je pense que la plupart des gens aiment les animaux a priori. Hein, il y a peut-être des exceptions, mais en général, les gens aiment bien spontanément les animaux. J'aurais été incapable de tuer les animaux que je mangeais. Comme beaucoup. Comme beaucoup, je pense, comme la majorité. Peut-être que j'aurais pu arrêter plus tôt. C'est fait par étapes, c'est-à-dire que quand j'ai commencé avec les bateaux de Sea Shepherd, sur les campagnes de Sea Shepherd, pour la première fois, j'ai rencontré des gens qui étaient encore plus engagés que moi je l'étais, parce que moi j'avais l'habitude d'être la Brigitte Bardot de service à l'école. Voilà, donc j'étais toujours la plus radicale, l'amie des animaux, etc. Puis là, je me retrouvais avec des gens qui étaient véganes et moi, je mangeais de la viande et du poisson et déjà, bon, voilà, ça a été un moment assez intéressant de me retrouver, de voir que le curseur changeait en fait. C'était assez intéressant à ce niveau-là. Et puis, il y a eu des choses intéressantes qui se sont passées, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de tout sur les bateaux. Tu vois, tu as tous les profils. Et puis, tu vas avoir aussi des véganes
des véganes purs et durs qui vraiment qui comprennent pas qu'on puisse s'engager dans une cause comme ça pour sauver les baleines et puis à côté de ça manger des animaux. Ce que je peux comprendre, hein. Mais qui du coup peuvent avoir un discours un peu culpabilisant vis-à-vis de ceux qui viennent sur les bateaux et qui sont pas véganes dans leur vie de tous les jours, ce qui était mon cas. Et donc j'ai été dans cette position-là, si tu veux, pendant un certain temps. Et j'ai bien vu qu'en fait ça marche pas. C'est pas ça qui m'a fait arrêter de manger des animaux. Et donc je me garde bien aujourd'hui de faire la leçon par rapport à ça. Par contre, il y a une chose qui est importante à mon sens, c'est quand même d'assumer ses faiblesses, d'assumer aussi sa part d'hypocrisie, d'assumer sa part d'égoïsme. Tu vois, quelle qu'elle soit, au final, on en a tous une, mais faut aller jusqu'au bout de cette part-là. Bah, c'est ça, et je pense vraiment que, en fait, moi j'ai beaucoup de mal avec le discours qui consiste à dire, de toute façon, les animaux sont là pour ça, ils sont élevés pour ça, qui consiste vraiment à justifier de cette façon-là ce qu'on fait subir aux animaux. Je pense que la moindre des choses, c'est quand même d'assumer le fait que quand on continue à manger de la viande ou du poisson, qu'on continue à manger des animaux, c'est parce qu'on aime le goût. Voilà, parce qu'on est habitué à manger depuis tout petit, parce qu'on a des habitudes alimentaires, c'est par flemme. Voilà. Et moi, si tu veux, j'ai fait plusieurs tentatives, ce qu'on appelle les tentatives d'arrêter de manger des animaux et des rechutes parce que je baignais aussi dans un milieu où moi tous mes amis à l'époque mangeaient de la viande, du poisson, les barbecues entre potes, etc. Voilà, j'ai rechuté à ce moment-là, mais j'ai définitivement arrêté. Je me souviens très bien du moment où j'ai arrêté, quand je me suis sentie vraiment en dissonance cognitive tellement profonde que je me suis sentie être hypocrite envers moi-même. Tu vois, c'est même pas par rapport aux autres, au discours culpabilisant ou extérieur. C'est que pour moi, les animaux, le vivant, la nature, tout ça, c'est hyper important. C'est ce qui me fait vibrer. D'être au service de tout ça, c'est ce qui me permet de m'épanouir aussi en tant que personne, tu vois. En fait, je me suis retrouvée, si tu veux, face à un choix qui s'est imposé à moi, qui a été de se dire, sachant aujourd'hui tout ce que tu sais, tu continues à manger des animaux, c'est bien la preuve qu'en fait, tout ce que tu crois être si important pour toi, tout ce que tu crois faire partie de toi, finalement, c'est pas si important. Parce que le goût du burger, en fait, ça l'emporte sur tout ça. Voilà. Et donc, à partir de là, ferme-la, quoi. Arrête de dire que tout ça, c'est important. Et voilà. Et c'est un choix. Et si ça te paraît impensable et que ça te, tu vois, moi, je me dis, putain, donc en fait, je ne suis pas cette personne que je pense être depuis toujours. En fait, je suis une imposture, tu vois. C'est maquillé, quoi. Ouais, c'est factice, c'est de l'imposture. Et ça m'a été insupportable. Je dis non, ça ne peut pas être une imposture. Ce que je ressens, c'est tellement fort et tellement authentique que oui, le goût du burger va passer après ça. Et là, j'ai définitivement arrêté et ça fait maintenant 17 ans et ça ne me manque pas. Donc le mea culpa, il est pour les animaux que tu as pu consommer jusqu'à tes 28 ans. Oui, ouais. Ok. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Lors de la préparation de cet enregistrement, on t'a demandé de réfléchir à l'acte manqué sur lequel tu souhaitais revenir. Avant de nous en parler, peux-tu nous plonger dans le contexte de cet acte manqué ou de cet échec, si on peut l'appeler ainsi? Et j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, tu vois, mais là, spontanément, ce qui me vient, c'est l'échec, entre guillemets, du zoo de Pont-Scorff. C'est un projet auquel on a participé. En fait, on a participé à la levée de fonds qui a permis de racheter ce zoo sur une idée simple et complexe à la fois, qui était de racheter le zoo et de réensauvager des animaux sauvages pour lesquels c'est possible et de placer en sanctuaire ceux pour lesquels un relâchement milieu naturel n'est pas possible. Et voilà. Et donc, c'est un très beau projet, mais
Ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que déjà en fait on n'était pas vraiment aux manettes du projet, qu'on a fait une grosse erreur de casting sur un poste clé, et qu'au final le projet s'est complètement cassé la figure à cause de ça. Comment ça devait se passer initialement? Et en fait, l'idée c'était de travailler en collaboration avec des vétérinaires, des biologistes, des éthologues, et de passer au cas par cas tous les animaux du zoo et de leur trouver des places en sanctuaire ou en réserve, en Afrique ou ailleurs, un peu partout sur la planète en fait, en fonction des besoins, ou des places en sanctuaire. Donc c'est assez colossal comme projet, mais je pense que avec les bonnes personnes aux manettes, malgré le défi énorme que ça représentait, ça aurait sans doute été possible. On est venu te trouver? La personne en question, j'étais en contact avec elle par un concours de circonstances lié à une histoire de perroquet. Bon, je peux pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'étais en lien à titre personnel avec cette personne qui, en fait, au fur et à mesure, a commencé à me parler de ce projet-là. Il y a d'autres personnes qui se sont greffées dans le projet. Au final, il y avait 7 organisations en tout. Qui se sont fédérés dans une forme d'alliance pour ça. Mais le truc, c'est que le verre était dans la pomme dès le départ, en réalité, parce que même si le projet est beau en soi et qu'il y avait pas mal de compétences qu'on aurait pu mobiliser, encore une fois, un poste clé de gérant, il y avait une personne qui était pas bien intentionnée, et puis il y a le contrôle, en fait. On n'avait pas le contrôle vraiment sur le projet. Donc ça s'est effondré. Ça a été compliqué. Nous, on a essayé de sauver le projet en fait au tribunal de commerce. On n'a pas réussi parce que finalement le tribunal de commerce a préféré donner le projet à un entrepreneur qui en a fait un zoo classique, dans des meilleures conditions que ce qu'était le zoo quand on l'a récupéré, hein. Mais bon, ça reste un zoo classique, donc c'est pas du tout le projet qui était prévu à la base. Et voilà, en fait, très clairement, si je fais le constat de ce projet-là, c'est un échec. Par contre, tu vois, aujourd'hui, on a un centre de soins en Bretagne. C'est le premier et le seul centre de soins de Sea Shepherd au monde. Et c'est une conséquence de ce fiasco, parce que malgré tout, même si le projet sur le zoo a échoué, ça nous a permis quand même de rencontrer des gens extrêmement compétents, investis, inspirés, et de voir aussi quel était le potentiel en fait de cette ressource humaine, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, et de ce qu'on pouvait construire de beau en fait au sortir de ça. Et aujourd'hui, très clairement, tu vois, s'il n'y avait pas eu cet épisode qui a été donc un échec, il n'y aurait pas ce centre de soins aujourd'hui en Bretagne. Donc voilà. Et puis ça a été un enseignement aussi. J'ai appris aussi beaucoup de choses humainement. Donc il n'y a pas de regret. Peut-être que j'aurais peut-être fait les choses autrement, mais au final, je me dis finalement tout arrive comme ça doit arriver quelque part. C'est dans ces moments de crise en fait que les gens se révèlent, et je trouve ça hyper instructif. Le problème, en fait, l'acte manqué, il est sur la rencontre humaine. Justement, qu'est-ce que tu as observé que tu n'avais pas observé dans les premiers échanges avec cette personne en question? Et maintenant, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien quand tu rencontres des gens qui t'emmènent sur des idées ou des projets? Comment toi, tu analyses les choses maintenant et comment tu ne les avais pas analysées avant? En fait, mon radar s'est affûté et j'entends mieux les fausses notes. Je perçois mieux les signaux d'alerte qui peuvent être parfois subtils, mais qui aujourd'hui faire que je vais être davantage
davantage sur mes gardes. Ça nous empêche pas de faire des choses parce que le but c'est pas de paralyser toute action, de plus avoir confiance en personne, etc. Mais par contre vraiment de savoir poser les garde-fous qu'il faut, de pas se précipiter à faire des choses énormes avec des gens qui, même s'ils paraissent vraiment extraordinaires de premier abord, compétents, etc. En fait, laisser un peu le temps aux choses parce que parfois il y a le vernis peut se craqueler avec le temps et puis les expériences de vie aussi, elles montrent. Là, par exemple, au niveau du mouvement Sea Shepherd, on a vécu un séisme en 2022 avec le fondateur Paul Watson qui a été évincé du board de Sea Shepherd Global, qui est basé à Amsterdam, qui m'a évincé aussi parce que j'ai pris fait et cause pour la vision du fondateur, qui est l'ADN de Sea Shepherd à la base. Et donc, dans ces moments-là, en fait, tu vois aussi comment les gens réagissent et les masques tombent. Quand tu as des gens qui finalement, pour des raisons personnelles, vont décider d'accepter le compromis, ou d'autres qui, alors qu'ils ont des choses à perdre, un emploi, une formation payée ou je ne sais quoi, vont quand même tout lâcher parce que fidèles à leurs convictions. C'est dans ces moments de crise en fait que les gens se révèlent et je trouve ça hyper instructif. Comment on vit ce moment dans l'échec, justement, ce moment où il est clair que le projet du zoo de Ponscorf défini en sanctuaire demain n'aura pas lieu. À qui tu en parles et quels ont été les retours là-dessus? Comment on vit le moment? On n'a pas trop le temps non plus de trop s'apitoyer là-dessus parce que, tu vois, on a énormément de boulot, en fait, de campagnes, de projets. Et t'as pas le temps de larmoyer sur ce qui s'est passé. On enchaînait déjà tellement de missions à côté de ça. Et puis, par contre, on s'est dit en parallèle, on va chercher un lieu et on va créer un centre de soins. Donc ça, c'est le point bénéfice suite à cet acte manqué. Le point perte, il est sur du temps, il est sur de la déception de capital humain. Elles sont où les pertes par rapport à cet acte manqué-là? Mais tu vois, même les pertes, il y a eu peut-être des pertes financières parce qu'on a soutenu financièrement le projet pour nourrir les animaux, etc. Mais je ne peux même pas appeler ça des pertes, ça servait à nourrir les animaux. Donc, tu vois, en fait, je crois pas qu'il y ait des pertes, en fait. Sur le moment, on a été éprouvés émotionnellement, ça a été beaucoup de boulot. Mais on en retire des leçons qui sont tellement importantes et qui ont tellement de valeur au final. J'ai pas le sentiment qu'on ait perdu quoi que ce soit au final. On va refaire un deuxième petit moment hors champ. Tout à l'heure, tu t'es prêté à un mea culpa. Y aurait-il un merci maintenant à adresser? À qui et pourquoi? Un merci à l'océan parce qu'il m'inspire, parce qu'il m'enseigne, parce qu'il me rend au centuple ce que je peux bien lui donner et parce qu'il nous donne la vie aussi. Voilà, il n'y a pas assez de mots en fait pour exprimer ma gratitude envers l'océan et le vivant d'une manière générale. Hein. Ma mission n'est pas de sauver le monde. Ma mission est de faire ma part. Quel est ton mode d'emploi aujourd'hui? Tes habitudes quotidiennes, tes personnes référentes, comment tu fonctionnes? Je fonctionne, je sais pas, j'ai envie de dire en étant en fait. C'est-à-dire je fais les choses en étant. C'est-à-dire que je sais pas si on peut appeler ça l'instinct. Il n'y a pas de. Je pèse pas le pour et le contre. Je fais les choses. J'ai un moteur inné qui me pousse à faire les choses que je ne conçois pas ne pas faire
Et voilà, j'essaye de. Par contre, j'ai un peu évolué par rapport à ça, c'est-à-dire que il y a encore quelques années, j'étais quand même très très euh, alourdie par la culpabilité, sentiment de culpabilité. Je me sentais extrêmement coupable du fait que notre espèce est responsable de la 6e crise d'extinction massive, qu'on est la plus grande force de destruction du vivant. Moi, je fais partie de cette espèce, donc voilà, j'ai ce sentiment on est en train de détruire la planète, nous détruire nous, qu'on est complètement désaxé en tant qu'espèce et j'avais un peu ce fardeau que je me suis mis moi-même sur les épaules, hein, qui est impossible à porter, hein, qui est celui de sauver le monde, tu vois. Et c'est très très c'est très comment dire, c'est très paralysant au final. Je fais beaucoup de choses, mais c'est l'ampleur de la tâche est tellement énorme que ça c'est dur d'avancer avec un poids aussi lourd sur le dos. Et là-dessus, par rapport à ça, j'ai évolué, c'est-à-dire que je me sens responsable de ce que je fais, mais pas responsable de l'issue finale. C'est-à-dire que moi, je fais tout ce qui est à ma portée et j'essaye de le faire le mieux possible. Et c'est de ça dont je suis responsable. Et quelle que soit l'issue. Ma mission n'est pas de sauver le monde. Ma mission est de faire ma part. Et voilà. Et ça change aussi mon approche de la chose. Et mine de rien, ça me rend pas moins efficace. Au contraire, en fait, ça me permet aussi de. Ça te libère, au final, peut-être. Ouais, complètement. Ça me libère et je pense que ça me permet aussi de tenir dans le temps parce que c'est épuisant d'avancer avec un poids qui consiste à sauver le monde. Et puis surtout, en fait, quand il s'agit de sauver le monde, en tant que mission personnelle, tu vois bien qu'en fait, t'as des choses qui s'écroulent de partout. Et donc, je n'arrivais pas à m'arrêter parce que tu t'arrêtes pour souffler un jour. Tu me dis, mais en fait, donc moi, je suis en train de me reposer alors qu'il y a des trucs qui sont en train de se passer là-bas. Je ne peux pas m'arrêter. Et en fait, c'est devenu. En fait, j'en ai développé des migraines chroniques parce que, en fait, mes migraines étaient le seul moyen que j'avais trouvé pour m'arrêter sans culpabiliser. Donc, c'est complètement. Voilà. Et donc, là-dessus, j'ai évolué, heureusement. Du coup, je fais beaucoup moins de migraines. Et voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait évoluer là-dessus, justement? Quel a été le déclic? C'est ton entourage hors ONG? C'est ta famille? Tu es maman? Est-ce que c'est ça aussi qui est déclencheur? non, alors, écoute, je peux te le dire. En fait, c'est des plantes entéogènes. En fait, j'ai fait une retraite ayahuasca. C'est une plante entéogène d'Amérique du Sud. Donc, j'ai pas fait ça en France, hein, parce que ces plantes sont pas légales en France. Mais ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Et j'ai fait ça à un moment où j'étais au bord du burn-out, en fait. J'y arrivais plus. Et vraiment, ça m'a libérée. Ça m'a permis aussi de me sentir vraiment en communion avec le vivant, avec le cosmos. Voilà, et je me suis beaucoup documentée sur tout ça. J'ai lu pas mal de bouquins, écouté beaucoup de podcasts, regardé un peu les formations qui existent à ce sujet-là. Et voilà, pour moi, il y a eu un avant et un après, et très clairement, ça m'a énormément aidé. On a parlé d'épuisement, on a parlé d'approche de burn-out. Si tu devais comparer ton profil, tu le comparerais plus à un profil d'entrepreneur ou de sportif de haut niveau? Non, je dirais qu'il y a un peu des deux, en fait. Il y a un peu des deux parce que j'entreprends plein de choses, en fait. On lance des missions tout le temps. Parce qu'aussi, j'ai créé Sea Shepherd France à partir d'un carton de t-shirt. Tu vois, vraiment, en partant de rien. Et sur des missions, par exemple, où on va s'investir
au départ où on voit qu'en fait on part de très très loin et on va construire la mission au fur et à mesure et elle va grossir au fur et à mesure et j'aime voir ça en fait et puis l'esprit d'équipe. J'adore avoir des gens autour de nous qui s'investissent et qui s'épanouissent dans les projets. Et tu vois, pour moi, Sea Shepherd, ça a été une opportunité unique. En fait, c'est un outil qui est précieux parce que justement, c'est un outil. Voilà, c'est un outil au service d'une cause qui nous dépasse et qui te permet d'être plus performant et plus efficace, et donc aussi de t'épanouir à travers ça. Et je trouve ça génial quand ça permet de faire ça avec un maximum de personnes. Ouais, c'est génial. Et donc ça, il y a un petit côté entrepreneur là-dedans. Et puis en même temps, on est sur un marathon avec des missions qui sont très longues, qui durent des années, hein, qui aussi même physiquement en tant que tel sur les missions, ça peut être très très intense sur tous les sujets sur lesquels on bosse en fait. Donc du coup, la ligne d'arrivée de ce marathon-là, elle est où? Non, plus tu avances et plus elle s'éloigne en fait, cette ligne d'arrivée. Je pense que tu l'atteins jamais. Le but, il est pas d'arriver en fait. C'est le but, il est de cheminer, un peu comme dans la vie, tu vois. Si un jour, je sais pas, on a changé de vision du monde et de société, de façon d'être dans notre rapport au vivant, et que finalement il n'y a plus la nécessité d'avoir une ONG comme Sea Shepherd, ce sera peut-être ça la ligne d'arrivée, tu vois. Mais sinon, moi je me vois bien avancer aussi en parallèle dans le développement de tout ça avec une dimension spirituelle qui, je pense, m'a manqué dans mes débuts. C'est-à-dire pas religieuse, hein, spirituelle. Vraiment, j'ai le sentiment que justement on est devenu amputé de tout ça, et je pense que la quête de sens qui se fait de plus en plus intense avec des gens qui sont perdus en fait, alors même qu'ils cochent toutes les cases, tu vois, du carrière professionnelle, familiale, financière, et puis en fait t'as ce vide à l'intérieur qui reste là. On s'est dit mais mince, en fait c'est pas ça. Tu vois, par exemple, quand tu regardes la France, qui est un des pays les plus riches du monde, qui est recordman des consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, tu vois qu'un pays comme les États-Unis, qui est une superpuissance économique mondiale, où la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, c'est le suicide. Je trouve que en fait, ça en dit très très long sur notre façon d'être au monde, sur notre place dans ce monde, et c'est lié aussi à la destruction du vivant, parce qu'il nous manque quelque chose. Et à mon sens, c'est cette dimension spirituelle qu'on a complètement perdue dans une société qui est devenue hyper matérialiste, hyper consommatrice. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'explorer davantage, parce que je vois aussi le bien que ça m'a fait à moi, alors même que moi aussi je cochais toutes les cases. J'ai un boulot passion, voilà, j'ai une famille que j'aime, on a la chance d'être en bonne santé, et malgré ça, je sentais ce manque, tu vois, et aujourd'hui je sais ce que c'est, et du coup ouais, combler ça m'aide aussi à avancer sur mon chemin, et je pense que c'est un sentiment universel en fait. La joie, c'est d'être au service de quelque chose qui nous dépasse. S'il fallait se fixer à nous deux, ou toi avec une autre personne, un prochain point review sur ta vie, tu le fixerais quand? Oh, dans 5 ans, peut-être même dans 1 an, parce que dans 1 an, ça dépend après, hein, il y a des points d'étape, on a des projets à court et à moyen terme, mais si tu vois, si je regarde 1 an en arrière, déjà sur la question spirituelle, oui, j'ai déjà bien cheminé.
Pareil sur les projets de Sea Shepherd France aussi. Donc c'est vrai que 5 ans c'est peut-être un peu long. Je pense que déjà 1 an c'est pas mal. C'est important pour toi de faire des points justement sur ta vie, ton parcours, entre guillemets ton œuvre, si on peut l'appeler ainsi. Non, en fait, je le fais quand on me demande, tu vois, quand j'ai une discussion comme j'ai avec toi là. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas un truc que je fais spontanément, j'aime. Et je fais pas trop de points d'étape comme ça, non. Ouais. S'il y avait une question que je n'ai pas posée, à laquelle tu aurais souhaité répondre, ce serait laquelle? Qu'est-ce qui à mes yeux est le plus important finalement? Quelle est la quête du bonheur en fait? C'est quoi après quoi on court? Alors après quoi on court? Quête du bonheur du coup, Lamia Essemlali. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, le bonheur, je ne sais pas si je l'appellerais comme ça, mais en tout cas, le bien-être ou même peut-être la joie, c'est d'être au service de quelque chose qui nous dépasse, en fait. Étonnamment, je me rends compte que c'est quand on n'est pas enfermé dans le self-service qu'on se libère vraiment et qu'on peut vraiment connaître la joie. Parce que ça fait cliché ce que je dis, mais en fait, tout est lié au final. Et le bien qu'on fait à l'extérieur, on se le fait à soi-même. Et le mal qu'on fait à l'extérieur, on se le fait à soi-même. Et donc, ça, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très fortement expérimenté aussi avec l'ayahuasca d'une manière assez intense. Et ça fait vraiment écho, en fait, à ce qu'on vit au quotidien pour peu qu'on soit un peu attentif. Voilà, donc comprendre qu'on est tous liés en fait, et qu'être au service d'une cause qui nous transcende, ça nous fait du bien aussi à titre individuel. Est-ce que ce serait la morale que tu pourrais tirer de cette rencontre, de cet entretien qu'on a eu ensemble aussi? Non, ce que j'en tirerais plutôt par rapport aux questions que tu as pu me poser, notamment sur la question de l'échec ou des épreuves, c'est que en fait, rien n'arrive par hasard et il y a pas d'échec fondamental à mon sens. Toutes les épreuves en fait sont des opportunités d'apprendre et de grandir. Et je pense que c'est surtout la façon dont on perçoit les choses qui va faire la différence. Et même si au moment T où ça arrive, ça n'a pas de sens et ça semble injuste et on est en colère, etc. Je pense que en fait, quand on prend un peu de hauteur, un peu de recul, on se rend compte aussi que il y avait des choses à tirer de tout ça. Tu vois, je crois que c'est une citation de Paulo Coelho qui me parle à ça. Alors, elle est peut-être pas exactement comme ça, mais en gros, l'idée, ce qu'il dit, c'est si l'histoire vous semble injuste, c'est simplement que vous n'avez pas encore la fin. Et c'est ce qu'on va retenir du coup de cet épisode. Merci beaucoup, Lamia Essemlali, de m'avoir accompagné sur cet entretien-là. Merci à toi, avec plaisir. J'espère que cet échange t'apportera de quoi grandir et t'affirmer un peu plus. Chaque acte manqué doit nous nourrir. Merci encore à mon invité de nous avoir livré son histoire. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi. Je t'invite aussi à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Que ce soit pour un retour ou pour me suggérer de nouveaux invités, contacte-moi en tapant Mathieu Cotigno sur LinkedIn. À très vite dans À nos actes manqués.